Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo de Cartel Academy, je suis en compagnie de Nevin. Allô tout le monde, donc aujourd'hui on va parler d'un premier sujet qui concerne le pipeline de production, parce que souvent on parle des disciplines de la 3D de manière simple, genre modélisation, texture, éclairage, mais là on va parler de comment tous ces départements-là fonctionnent dans une réelle production, dans un vrai cas. Donc on va un peu, on va dire, survoler toute cette étape-là, parce que chaque production, que ce soit pour du film ou un film d'animation ou bien de la télé, chaque production a son pipeline spécifique, donc on va englober ça de manière très générale, histoire que ce soit le plus compréhensible pour tous. Ça on va survoler, on va pas rentrer dans tous les détails de ce qu'est la modélisation, animation, etc. On va donc expliquer en fait comment est-ce que s'enchaînent les différentes étapes. Et ça se décompose tout de suite en trois familles principales, en trois groupes on va dire. La pré-production, la production et la post-prod. Je vais te laisser commencer avec la pré-prod. Donc la pré-prod, en gros, c'est lorsqu'un client, un réalisateur, lorsqu'il souhaite commencer un projet, il va commencer à faire toute l'étape d'idéation. C'est là où il va justement apporter le storyboard, le design, toute l'histoire, le scénario. Il va commencer à brainstormer avec toute son équipe pour voir, bah, écoutez, comment on va produire ça. Et pour le cas de la 3D, s'ils souhaitent les intégrer, ils vont savoir sur quel plan, sur le pourcentage de plans, sur le total du film, qu'est-ce qui va être demandé, est-ce qu'il y aura besoin de fond vert, etc. Et là, ils vont faire tout un cahier des charges qu'ils vont envoyer ensuite au studio avec lesquels ils vont contracter, qui vont signer donc un contrat pour une commande. Et c'est avec eux qu'ils vont voir si c'est possible ou pas. C'est ça, en fait, il faut savoir aussi qu'au niveau de la pré-production, il va y avoir une équipe d'artistes, de seniors, donc des gens qui sont très expérimentés, qui vont faire les premiers tests pour les effets spéciaux pour voir si ça fonctionne bien et qui vont, donc, comme disait Nevin, remplir le cahier de charge et qui vont, ça va être peut-être une petite recette de base pour savoir comment est-ce que va être fait le film. Donc, Souvent, il y a comme un VFX supervisor, enfin un superviseur VFX sur le tournage, dans le cas par exemple d'un film, qui sera là lors du tournage du réalisateur pour voir si tout fonctionne. La plupart du temps, il est là. Il peut arriver que malheureusement, l'équipe n'a pas le budget ou la chance d'en avoir un. Donc souvent, pour les artistes VFX, lorsqu'ils vont bosser là-dessus, c'est un petit peu au petit bonheur la chance pour appliquer les effets. Mais la plupart du temps, ils essaient de faire ça propre, surtout dans les derniers films qui sont sortis. La plupart du temps, il y a un VFX supervisor sur le tournage. vous allez voir souvent, vous allez le reconnaître parce qu'il a un rouleau de scotch avec lui. Ouais, c'est ça, c'est surtout le gars qui arrive et qui commence à cacher tous les câbles et qui fait bon, il y a tel repère à mettre là, et puis ils se disent, oh, de toute façon, les artistes, ils vont se cacher. On fera ça en post-prod. C'est ça, ils vont se charger de tout cacher, puis de tout mettre en place pour que bon, ça se verra pas. On va se dire, oh là là, c'était là, et en fait, non, en fait, il y a plein de scotch sur le tournage. On se rend pas compte là, mais c'est un délire. Donc c'est ça c'est la pré-prod. Et puis on passe à la production qui est donc l'étape numéro 2. Donc là on va passer donc dans le vif du sujet, dans ce qui se passe au niveau de la production du film. Donc là on imagine mettons que le tournage a été fait, donc tous les acteurs ont tourné, etc. Tout a été fait. Donc là on parle de production en termes de 3D et en termes d'effets spéciaux. Donc la première étape ça va être le layout. Donc ça va être placer la caméra et mettre les shapes de base, c'est-à-dire les formes, ouais en français, ouais, 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 c'est les ça. formes de base de la scène. Mettons que vous filmez un couloir, et ben ça va être de recréer en 3D les formes de base de ce couloir pour pouvoir en fait appliquer après les effets là-dessus, ou bien voir les premiers plans de caméra qui vont être en 3D selon la caméra avec laquelle vous avez filmé. Souvent, c'est l'étape critique où bien les réalisateurs et justement les superviseurs VFX voient si tout fonctionne, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on veut appliquer des effets, il faut absolument que la caméra qui a été mise dans l'espace 3D reproduise exactement les mêmes mouvements que la caméra qui a été utilisée pour le tournage. Cette étape, c'est ce qu'on appelle le tracking. Ça fait partie des premières étapes avant d'intégrer n'importe quels effets. C'est justement après cette étape que le layout va se faire. Donc, comme disait Brice, avec les formes de base qui seront placées, ce sera comme une sorte de blocking, genre c'est très brut, c'est très simplifié, mais c'est juste histoire de voir si tout fonctionne. Parce que si ça fonctionne pas là, c'est là que le pipeline est très important. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte pour qu'un pipeline fonctionne, il faut que chaque étape de la production puisse être changée aux demandes du client, quelle que soit l'étape où ça aurait rendu, parce que sinon c'est souvent là qu'on juge si un pipeline est bon ou pas, d'où son importance, mais qu'on va détailler un peu plus tard avec les autres étapes. Ensuite, l'étape suivante qui va suivre, en fait, dans la production, ce qui se passe, c'est que pas mal d'étapes sont faites en parallèle, en fait. Jusque-là, on va détailler une à la suite de l'autre, parce qu'on va pas expliquer deux trucs en même temps. Mais on va expliquer ce qui se passe une après l'autre, mais en gros, ça avance un peu tout en même temps, au fur et à mesure, sauf, mettons, modeling et animation, il faut bien que l'animation attend la beauté. Mais ça, on va revenir là-dessus. Donc, après le layout et tout,
enfin en même temps du coup, il y a le modeling qui entre en jeu, donc c'est la modélisation des assets, donc les objets, les environnements, les personnages, donc ça il récupère ce qui était fait en pré-production, donc tous les concept art qui ont été faits par les artistes en termes de dessin, à quoi doivent ressembler les personnages, à quoi doivent ressembler les environnements, si mettons on doit faire une planète machin extraterrestre, à quoi ça ressemble, donc toute l'étape de modélisation, ce qui est dire de faire en 3D ce qui a été dessiné, ça va entrer en jeu maintenant. Et une fois que les gens qui ont fait la modélisation terminée doivent déplier leur objet, donc on appelle ça un mesh pour les objets en 3D. Et la partie dépliage, c'est un peu une partie assez technique. C'est un peu comme si vous preniez un cube et vous le dépliez sur une surface 2D pour en faire le patron, comme on a fait dans les cours de géométrie, mettons, où vous devez déplier votre cube sur un plan pour avoir son patron. Et ben c'est exactement pareil C'est pour tous les objets souvent 3D. l'épreuve, ou on va dire une épreuve fatidique pour les modeleurs. C'est-à-dire que là, c'est vraiment voir comment le modèle le mettre à plat. Souvent, c'est comme c'est des modèles qui sortent de l'imaginaire, on essaie d'avoir comme des repères le plus physique possible. Mais souvent, si par exemple on doit déplier un minotaure, imaginons, si on prend l'exemple d'un minotaure, il faudrait en gros couper aux endroits où il y aurait comme des angles ou toutes les extrémités, c'est-à-dire les pattes, les articulations, au niveau de son cou, etc. Mais il faut que ce soit le moins, on va dire, le moins écrasé possible, parce que souvent, ça va se voir pour l'étape qui suit, c'est-à-dire l'étape de texture. Donc, l'étape de texture, c'est comme mettre la couleur et ensuite utiliser des images qui vont servir d'information pour recréer ce qu'on appelle des matériaux. C'est en gros représenter en 3D des éléments réels, que ça soit du plastique, du bois, du métal, de la peau. Donc, c'est à peu près ça à quoi ressemblent les textures de manière très générale. Et en même temps, en fait, comme je disais que ça avance en parallèle, c'est que dès que la modélisation est finie, du personnage par exemple, l'équipe de texture peut travailler dessus, et en fait l'équipe d'animation va pouvoir riguer et animer. Alors riguer, qu'est-ce que c'est? Ça va être mettre en place les os du personnage et en fait lui donner la possibilité de bouger comme un vrai corps humain. Mettons vous avez des os au poignet, au coude, etc. Et ben on va faire ça en 3D pareil, et les animateurs vont pouvoir commencer à animer leur personnage en parallèle en fait des textures qui vont pouvoir être faits à part, puisque après le final va revenir ensemble. Donc en fait l'animation travaille en même temps que texture dans un pipeline classique, on va dire. Donc une fois que l'animation est faite, que les personnages bougent, que les caméras bougent aussi, que les environnements explosent, enfin bougent on va dire, parce que l'explosion ça vient après. Donc que tout ça bouge, ça passe à l'étape de lighting, et ça je vais laisser Nevin en parler puisque c'est son domaine. Donc voilà, le lighting. Donc l'éclairage, ce serait comme représenter et recréer, pour le cadre par exemple d'un film, ce serait de recréer exactement la même disposition d'éclairage qu'il y a eu sur le tournage. Donc souvent pour faire ça, pour qu'ils puissent reproduire cet éclairage sans avoir à justement avoir le tournage et la 3D en même temps, parce que ce serait vraiment horrible, parce que bon, les PC qu'il faut, on va dire que c'est des grosses machines de guerre. Et il faudrait prendre en gros une photo d'une sphère, ça peut être une sphère en chrome. Ce serait pour en fait capturer tout le setup en 360 degrés et avoir toutes les informations de réflexion. En gros, cette photo-là peut utiliser par exemple une caméra 360. De nos jours, ça s'utilise avec les caméras 360 parce que maintenant la résolution est suffisante. Mais on va dire que même encore aujourd'hui, on peut utiliser une sorte de boule chromée. On prend des photos à différentes exposures, à différentes expositions. Et grâce à ça, on recrée une image avec des hautes valeurs dynamiques qui permet de recréer au mieux l'éclairage pour avoir la base de réflexion. Parce qu'il faut savoir que même si on a cette base-là, on va pas se dire, bon, on va prendre cette image, foutre dedans et puis ça marche. Malheureusement, c'est pas aussi automatique parce que souvent, ça sert juste de lumière indirecte pour avoir comme l'ambiance. Et ensuite, on replace les éclairages. Ce seront des photos qui ont été prises. Si le superviseur VFX était là, qui ont pris justement les photos du tournage, donc les setups d'éclairage, parce qu'il y a des éclairages pratiques, donc ça peut être des lumières qui sont dans l'histoire, et après il y a des éclairages, on va dire principaux, mais qui ne sont pas vus par le spectateur, mais qui sont ressentis, donc c'est là qu'on crée les ambiances, etc. Et ensuite, après ça, on passe à l'étape de rendu. Quoique même avant, il y a quelques étapes Ouais. qui vont se passer. Il y a juste avant le lighting, il y a peut-être VFX, enfin peut-être c'est quand même une grosse étape là, c'est Ouais, c'est ça. tout ce qui va être, bon, principalement des particules, mais ça peut être du feu, de l'océan, de l'eau, etc. C'est les gens en fait qui vont faire les effets spéciaux, les effets visuels, parce qu'en fait il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs écoles entre effets spéciaux, effets visuels, effets pratiques, enfin il y a différentes façons de le dire, mais c'est plein de trucs différents, mais là c'est les VFX artistes qui vont faire les simulations. Donc il y a, mettons que tu fais Aquaman, et ben ça va être des simulations de l'eau, des bateaux sur l'eau, le feu, la pluie, enfin n'importe quoi qui a besoin d'être simulé, des explosions par exemple qui doivent être simulées, etc. Et tout ça, ça intervient donc avant le lighting, puisqu'après tout va être pris par le lighter pour éclairer la scène, on va dire, avec donc les effets spéciaux, l'animation, les textures sur les modélisations. Tout ça est récupéré par le lighting artist, donc l'éclairagiste, qui va éclairer la scène et qui après lui va sortir les différentes passes. Alors les passes,
Comment on avait dit qu'on définissait ça déjà? Bah, je dirais que c'est comme prendre une image et genre prendre et diviser ça en plusieurs parties, c'est-à-dire que tu as la couleur de toutes les couleurs, des informations de couleur, les informations de réflexion, les informations d'onde, serait de tout décomposer ça pour justement avoir le plus de contrôle possible pour l'étape qui vient après le compositing. Mais comme on disait justement, on parlait justement de VFX, etc., qui se font en même temps. Encore là, on dit qu'on généralise vraiment beaucoup parce qu'il y a beaucoup Ouais. d'étapes qui varient selon les productions. Ouais. Si on va pour rapidement, si on parle justement, on parle de films, maintenant il y a de nouvelles technologies qui nous permettent de simuler de la peau, de la graisse, etc., voir les cheveux. Mais là, pour vraiment aller assez simple, je dirais qu'après toutes ces étapes-là, tout est empaqueté ensemble, pas en rendu, et souvent les effets ainsi que les personnages, etc., sont rendus séparément. On pourrait se dire bah, pourquoi pas mettre ça tout ensemble et puis c'est fini. Et en fait, c'est pour avoir plus de contrôle parce que l'étape de compositing, c'est comme une étape de scotch. C'est-à-dire faire en sorte que les éléments 3D qui n'ont jamais été là soient ensemble. Et tout à l'heure, on parlait justement de scotch sur le tournage. C'est là que justement les artistes en rotoscopie, en rotopaint, matchmove, etc. interviennent pour justement enlever ces petits artefacts dans l'image qu'on ne souhaite pas avoir dans le final. Mettons, je vais revenir vite fait sur la partie rendue. C'est que après l'étape de rendu, c'est donc l'étape de compositing qui entre en jeu. Mais c'est extrêmement important de rendre séparément, puisque mettons que là, demain, le réal veut venir, il dit ouais, il faudrait changer la voiture qui est en 3D de couleur bleue à couleur rouge. Et ben, tu vas pas te retaper toute la texture du truc pour aller changer la couleur. Il y a le mec en comp, comme c'est à part le fichier, il va pouvoir juste changer de la couleur en composition et donc pas besoin de refaire toute la 3D du véhicule. Juste, il a changé la couleur et donc c'est plus simple de faire comme ça que d'aller redemander au gars en texture de changer une couleur d'un véhicule alors qu'il peut le faire en composition si tout est séparé. C'est ça, surtout quand dans l'étape 3D, il faut savoir que les rendus prennent énormément de temps pour ceux qui justement se lancent dans le montage vidéo, qui se plaignent de prendre 1 heure ou 2 pour rendre une séquence d'image. Bah, sachez qu'en 3D, une séquence d'image, on va dire que pour les plus gros films qui existent, si on prend l'exemple de Pixar, une image, j'ai dit bien une image, sachez qu'il y en a 24 pour un film, par seconde, une image, ça peut prendre une journée. Ouais. Donc imaginez le temps que ça prend et c'est souvent en fin de production lorsqu'il faut délivrer le projet. C'est là que c'est le crunch et souvent c'est les artistes de fin de projet, donc lighting, rendu, compositing qui commencent on va dire, à se presser un peu beaucoup et du coup c'est là que justement c'est pas serve, ça permet de corriger ces petites erreurs et essayer de faire en sorte de plaire aux clients parce que faut pas oublier que souvent quand on est dans des grosses boîtes comme ça, si on prend les grosses boîtes mais même les plus petites, il faut savoir qu'un artiste en VFX ou en film d'animation c'est souvent une réponse à un client. Peut-être moins dans le film d'animation parce que souvent les studios d'animation, tu sais, ils ont leur propre réalisateur interne, mais pour les films VFX, c'est souvent un réalisateur qui commande avec un studio d'effets spéciaux. Donc voilà, il faut surtout répondre aux clients. C'est sûr que des fois, on se retrouve à des projets ça nous plaît pas forcément, mais après, faut savoir que bon, on répond quand même aux demandes d'un client. On va dire que selon ton poste auquel tu arrives, tu commences à avoir un peu plus de liberté. Mais voilà, bon, pour revenir au compositing, donc c'est là qu'on ajoute tous les derniers effets et c'est là qu'on essaie de faire matcher le plus possible. Si par exemple on utilise des passes utilitaires, on parlait des passes tout à l'heure, il y a des passes utilitaires comme la passe de profondeur de champ, ça définit qu'est-ce qui est proche de la caméra et qu'est-ce qui est loin de la caméra pour ensuite recréer les effets comme par exemple une faible profondeur de champ d'un 50 mm ou bien une courte focale, une longue focale et recréer ces effets-là sur l'effet 3D parce que en fait c'est comme si on prenait l'image 3D qui était genre parfaite. Puis ensuite, on la rendait genre dégueulasse. Entre guillemets, là, c'est juste pour recréer les aspérités qu'il y a sur un film qui a été filmé à la base. Donc après que toutes ces étapes soient faites, là, on passe, on va dire, au montage. Bah, juste avant, il y a une étape, enfin, il y a un artiste, enfin, une équipe de gars qui travaille depuis le début. C'est genre depuis que le tournage est fait et qu'en fait, souvent, c'est un métier d'entrée. C'est les rotos et les rotopaint artistes. Et eux, en fait, c'est extrêmement important comme travail. C'est extrêmement important. C'est mettez ça au même niveau que la plonge pour un restaurant. Pas dans le sens où c'est un métier, c'est un sous-métier. Dans le sens où, par exemple, c'est un métier essentiel. Dans un restaurant, quand vous avez vous n'avez pas le plongeur, bah, toute votre vaisselle est sale, vous n'avez pas de resto, vous ne savez pas à bouffer dans des plats sales. Et ben le roto artiste, c'est exactement pareil. Il va enlever, il va cleaner, on va dire, donc nettoyer les plates, enfin les vidéos, enfin, on parle beaucoup en anglais. Oui, Ils vont nettoyer les vidéos qui servent qui ont des par exemple, des accessoires de tournage qui doivent être enlevés. Mettons que vous voulez faire un Jedi qui saute,
avec la force, et bah, il est tenu par des câbles. Et bah, c'est le roto artiste qui va enlever les câbles en post-production. Donc lui, c'est pas le compositeur, c'est un autre gars vraiment à part qui sert à ça, qui sert à détourer les gens et à enlever, mettons, les câbles, les trucs qui passent devant des gens, enlever des fois même des rigs de lumière qui sont derrière. Ouais, Il y a des gars qui s'appellent des rig pen, je crois, c'est des gars qui vont enlever carrément les rails, les dolly par terre des caméras. ça, tous les rigs, tous les câbles, etc. qui pendouillent. Souvent, on prend ce métier comme un sous-métier, entre guillemets, Ouais. sans se dire... Bah, parce que le truc avec ce travail-là, c'est que, on va dire que techniquement, c'est pas si compliqué. Il suffit juste de connaître un peu le processus. Puis ensuite, ça se fait. C'est sûr que c'est pas un travail ultra gratifiant, mais il faut savoir que sans lui, comme disait Brice, sans plongeur, il n'y a pas de resto. Donc sans roto artiste, il n'y a pas de film. Donc il faut tout enlever, faut tout faire ça propre. Et aussi, il faut justement qu'ils fassent des masques pour faire en sorte que la 3D s'intègre bien. Si par exemple on veut qu'un personnage qui a été filmé avant passe devant par exemple les éléments en 3D, va falloir vraiment découper. C'est comme si on prend un papier calque, on commence à découper, faire du collage. C'est justement l'esprit du scotch que je disais par rapport au compositing. C'est un peu dans cet esprit-là. C'est là que les rotopértes artistes ils sont là pour ça. Et heureusement qu'ils sont là parce que sinon rien ne s'intégrerait correctement. C'est ça, donc une fois que la 3D est fait, le lighting est fait, qu'on a sorti les passes, et une fois que la roto est faite, ça rentre en jeu le compositing, donc le compartiste, le compositeur artiste, comme vous pouvez l'appeler là, il va prendre donc la 3D, la roto, les informations de tournage qui m'ont été faites, et en fait il va composer les images, c'est vraiment genre il va essayer de rendre ça photoréaliste mettons dans la plupart des cas là, vous voulez faire un Avengers, et ben Iron Man ça n'existe pas, il faut l'intégrer dans la scène, et Thanos non plus, ça n'existe pas, donc il faut l'intégrer dans la scène où ça a été filmé, et que ce soit photoréaliste avec la bonne lumière match, que mettons quand il marche sur un caillou, il y a l'ombre sur le caillou, il y a tout ça à penser, c'est un job de psychopathe, mais une fois que c'est fait, une fois que c'est bien fait, vous vous en rendez pas compte au cinéma, c'est pour ça que les films deviennent de plus en plus bluffants. Ensuite, la composition, une fois que c'est terminé, une fois que donc lui par contre, quand il fait sa composition, lui il sort un seul fichier qui est la séquence finale d'effets spéciaux qui est envoyée au montage. Et au montage en fait, donc en fait depuis le début ils ont déjà fait un pré-montage du film, mais là c'est les séquences qui ont été avec effets spéciaux, donc les séquences finales d'effets spéciaux qui sont envoyées au montage vidéo. Et donc au montage vidéo il y a la color correction qui entre en jeu. Elle est aussi depuis le début, mais là on va dire que la passe finale de couleur va être appliquée. Donc si vous voulez donner une ambiance, mettons, je sais pas, il y a plein de films, des films souvent d'espions, c'est un peu froid, des films qui se passent dans le désert, c'est chaud. Mais donc il y a peut-être tout ça à mettre en place, donc plus orange, plus bleu, plus froid, comme vous voulez. En fait, c'est un métier à part, ça s'appelle color grader, qui lui va mettre l'ambiance de couleur. Donc en plus au-dessus des artistes de lumière, etc., qui eux déjà mettent des ambiances, lui va mettre encore une couche par-dessus pour donner la vibes en fait du film. C'est ça, c'est pour histoire d'égaliser le tout. Et c'est pour ça on voulait justement parler de ce sujet, le pipeline, donc la chaîne de production. C'est parce que pour vous montrer que faut pas penser qu'à une seule étape. Souvent on dit ah mais c'est bien modélisé, ah mais c'est bien ceci. Ouais. Faut pas oublier qu'il y a énormément d'artistes qui travaillent c'est... tous en même temps. En fait c'est ça, c'est que en fait on voulait justement démystifier un peu cette histoire de chaîne de production parce que souvent on se dit que c'est un à la fois alors qu'en fait c'est beaucoup d'étapes qui se travaillent en même temps. Et le but d'un pipeline, c'est vraiment qu'il n'y a personne qui soit rien à attendre, à rien faire. C'est vraiment que tout fonctionne en même temps. Et c'est comme ça que ça avance plus vite et qu'on peut apporter le plus de corrections Et c'est possible. ça, et là on parle d'artistes qui travaillent en même temps, mais on parle aussi de studios qui travaillent en même temps. Parce que là, quand on est sur un film comme Avenger, en fait, ce qui est décidé au début de la production, c'est qu'il y a un studio qui est un ou deux studios qui sont lead de production. Donc lead, ça veut dire chef, Ouais, je dirais que ouais, c'est chef d'équipe en fait. chef d'équipe. Et ben mettons que là, on va donner le nom, mais mettons pour Avengers, ça va être, je sais pas moi, ILM. Donc ILM, c'est Industrial Light and Magic, qui a fait les premiers effets spéciaux de Star Wars, qui eux vont être, mettons, lead sur Avenger. Et donc il y aura les studios en dessous qui vont devoir répondre au cahier de charge qu'a donné le lead sur les effets spéciaux en fait. Donc en soi, les compagnies 3D d'effets spéciaux sont concurrentes, mais elles travaillent tout le temps ensemble, tout le temps, parce que franchement, il y a tellement de films qui sortent, etc. Donc c'est ça en fait. Donc on parle de pipelines qui sont déjà à l'interne des compagnies et ensuite des pipelines qui sont entre intercompagnies. Oui, c'est ça, c'est que c'est vraiment assez insane, on va dire que là déjà, faut savoir que par exemple si on parle des Marvel, la plupart du temps il y a au moins une dizaine, voire une quinzaine de studios qui travaillent tous en même temps, ils ont chacun leur séquence selon justement leur réputation, etc. Après il y a aussi l'histoire de négociation, mais après là on part un peu dans tout ce qui est... On rentre dans l'argent là. C'est ça, on rentre dans l'argent, donc c'est pas vraiment le but, mais oui, voilà, c'est ça, c'est que la chaîne de production, c'est ce qu'il y a de plus crucial, et souvent, pour justement aider ces artistes,
la plupart du temps, il y a des personnes qui sont là pour faire des scripts. Ouais. Parce que souvent, On en parle pas on assez. pense que, voilà, on n'en parle pas assez, mais par exemple, si on télécharge un logiciel et qu'on l'utilise, on va dire que souvent dans une boîte, quand vous allez changer, imaginons que vous voulez travailler dans les effets spéciaux, dans le film d'animation, souvent quand vous allez dans une boîte et que vous changez dans la note, vous avez l'impression d'utiliser un autre logiciel alors que c'est le même. C'est juste que chaque studio a ses outils qui sont développés à l'interne et qui sont justement modifiables et différents par entreprise, et ça permet de faciliter tout le travail, d'enlever toutes les étapes très chronophages de chaque domaine. Mais là, on en parlera sûrement dans une prochaine vidéo, comment automatiser tous ces process-là et comment c'est conçu. Et une chose qui est aussi extrêmement importante concernant le pipeline, c'est que le pipeline est solide puisqu'il y a des réunions potentiellement tous les jours. Donc en fait, il y a des dailies, comme ça s'appelle dans l'industrie. C'est une réunion en fait des départements tous les jours des avancées du film en fait. Donc il faut savoir que tous les jours, tous les matins souvent, ça dépend quand. Ça dépend des projets, c'est soit Ouais, tous les matins, tous les après-midi, ça dépend. Ça dépend de la prod aussi. C'est ça dépend aussi du client, si par exemple il est à distance, parce que comme c'est international, tu sais, ça dépend des heures, etc. Donc c'est ça, il y a toujours une réunion, au moins une, voire plus de réunions par jour qui vont concerner le film. Comme ça, moi, chaque jour, il y a un suivi qui est fait. Donc il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ils vont te demander, le matin, tu vas avoir le modeling à faire. Le lendemain, ils vont te demander, t'en es où? Tu vois, genre, c'est ça, en fait, tous les jours, il y aura une étape à passer. Et puis, il y aura ton superviseur qui va contrôler, etc. Donc en fait, la chaîne de production est vraiment très très solide à cause de ça. Enfin, grâce à ça, on va dire. Puisque chaque étape est contrôlée et très très bien rodée. Mais là, on a expliqué vraiment très globalement ce que c'est le pipeline. C'est assez bref ce qu'on a dit là. Oui, c'est ça, parce que comme on disait, chaque type d'entreprise a son propre pipeline. Donc même par exemple, sur VFX, film d'animation, même en VFX, les différentes boîtes ont leur propre pipeline, chacun à eux. Donc c'est assez impressionnant. Et là, on a expliqué genre vraiment pré-production, production et post-production. Donc les 3 principales étapes à passer avant d'arriver au film final que vous allez voir sur votre écran. Puis voilà, je pense qu'on a fait le tour du pipeline de production. On a vu tout, je pense que c'est les grandes lignes, hein, c'est vraiment les grandes lignes, première vidéo d'introduction. On en fera d'autres, on va détailler un peu les différentes étapes, et bien différents tutos aussi, je pense que cette chaîne-là va être dédiée à ça. Ouais, c'est ça, c'est on va bien expliquer justement les différentes étapes, histoire que ce soit clair, comme ça on a comme des apports supplémentaires, donc ça viendra dans les prochaines vidéos. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker tout ça, puis ensuite de partager, puis n'hésitez pas à suivre pour les nouvelles vidéos qui vont arriver bientôt. Dites-nous en commentaire ce que vous voulez comme vidéo, si vous avez des idées de vidéos sur des sujets spécifiques de ce qu'on a raconté, dites-le nous en commentaire, on se fera un plaisir de faire une vidéo là-dessus. Allez-y, n'hésitez pas, on souhaite vraiment démystifier justement toute cette production-là, parce qu'on a remarqué que justement... En français. Oui, en français, parce que la plupart du temps, les ressources sont en anglais, donc on souhaite un peu débloquer tout ça et apporter du coup toutes ces informations en français pour ceux qui n'aiment pas trop la langue de Shakespeare. C'est ça. Bon les amis, on vous tient au courant pour la suite, on se retient au courant sur les réseaux, et puis à la prochaine. Allez, salut!